Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Me voilà de retour. Allez, on avait fait une capsule vidéo sur l'initiation au genre dramatique concernant la première année de littérature française. Voilà une deuxième partie où je vous ai dit que je vais continuer à vous parler d'autres dramaturges et d'autres courants littéraires. On avait vu la comédie, on avait vu aussi la tragédie classique. Je vous ai dit que des questions peuvent être comme ça. Je ne sais pas si vous avez regardé la première capsule, mais je vous invite à aller la voir, parce qu'il y a deux autres courants dans cette capsule. Et ce qui est parfois surprenant et étonnant, on peut vous donner une feuille plutôt, pardon, une feuille vierge où il n'y a rien, et ils vont vous mettre juste le nom d'un courant littéraire, et on va vous demander d'en parler. Donc vous devez connaître les chefs de file, les dramaturges qui l'ont écrit, et en plus quelles sont ses caractéristiques, et donner un petit exemple, par exemple, concernant le titre d'une œuvre et son auteur. Donc faites attention parce que souvent dans les examens, les étudiants sont complètement estomaqués, scotchés à leur place parce qu'ils voient juste le titre, comme je vous ai dit dans la capsule vidéo, parler de la comédie, parler de la tragédie classique, ainsi de suite. Allez, sans plus tarder, on va parler encore de quelques dramaturges. On va commencer d'abord par la tragédie. Maintenant, la tragédie comédie. Donc, comme vous le remarquez par son nom, je suis désolé, vous devez être capable de parler de tragédie et de comédie. Donc, il y aura bien sûr les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce courant-là, il y aura les deux. On va mélanger un petit peu de la tragédie et aussi de la comédie. Donc, si vous maîtrisez la comédie et vous maîtrisez la tragédie, vous pouvez, je suis désolé, parler des deux. Donc, c'est souvent en vers. C'est un genre de théâtre, bien sûr, en vers. On parlera de son chef de file et celui qui a vraiment utilisé beaucoup ce genre de théâtre. Mais le but, comme c'est le cas toujours, puisque c'est de la comédie, c'est de susciter bien sûr des émotions, d'essayer de pousser à exprimer un petit peu des émotions, parce qu'il y a de la tragédie aussi, il y a des émotions dans la tragédie, mais il y a aussi de la terreur. Tragédie, c'est quelque chose de tragique, de pas beau. Donc il y aura aussi quelque chose de terrifiant. Mais comme il y a aussi comédie, il y aura du rire, et il y aura de l'humour, parfois il y aura aussi de l'ironie. C'est une façon de rigoler aussi, de dire quelque chose alors qu'on pense le contraire. Il y aura aussi peut-être parfois un petit peu de sarcasme. Ça veut dire essayer de se foutre de la gueule de quelqu'un, de ridiculiser quelqu'un. Mais bon, restons juste sur de l'humour, mais aussi sur quelque chose de tragique, de la terreur et de choses tristes. Le mélange des personnages, bien sûr, il y a des personnages quand même nobles, mais il peut y avoir aussi des personnages juste intéressants, comme un petit peu la bourgeoisie, parce que je vous parle dans cet ordre-là. Souvent, rappelez, vous pouvez être une carte mémoire. Ça veut dire quoi une carte mémoire? De quoi je vais parler concernant les caractéristiques? On commence toujours par c'est quelque chose d'un théâtre qui est en vers, mais après on parle des personnages. Quels sont les personnages qui sont sollicités de ce genre de la comédie? On a vu que c'était des gens qui sont de la classe moyenne, bien la classe normale. Dans la tragédie, je vous ai dit dans notre vidéo, c'est toujours des nobles, c'est la très haute classe sociale. Par contre, ici, c'est un petit peu de mélange. Donc, je suis désolé, c'est très facile ce courant-là. On va mélanger et des nobles et des gens un petit peu intéressants. Le, le niveau de langue, bien sûr, comme c'est la comédie, elle utilise le courant familier et courant. Donc ici, le niveau de langue, il va y avoir du courant par rapport à la comédie, mais il va y avoir aussi du soutenu, puisque on parle aussi tragédie. La fin, je vous laisse deviner, la fin, elle va être comment? Puisque c'est comédie. La fin, elle va être heureuse. Parce que dans la tragédie, la fin était toujours funeste, triste. Elle finit toujours par la mort du héros, bien du protagoniste principal. Ici, la fin est souvent heureuse. Bon, le registre de langue, je vous ai dit, puisque à chaque fois que vous entendez la comédie, vous savez qu'il y a un registre ironique, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, on essaie de plaisanter. Je vous dis quelque chose, mais je pense le contraire. C'est comme si je dis, waouh, bravo. Toi, quand tu arrives en retard, je vais te dire quoi quand tu arrives en retard, par exemple, à un cours? Je vais te dire, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es souvent à l'heure. Bon, c'est de l'ironie, hein, parce que ce que je veux dire par là, c'est le contraire. Tu es toujours en retard. Mais moi, ce que je te dis, c'est
waouh, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es souvent alors. C'est ça l'ironie. Donc le registre ironique, faites attention à ce qu'il dit parce que ce qu'il pense, c'est le contraire. Il y a aussi du registre pathétique. Pathétique, c'est quand tu as pitié de quelqu'un qui te fait pitié, que tu as mal au cœur en le voyant comme ça. C'est normal, vous allez me dire, parce qu'il y a de la tragédie. Donc comme c'est quelque chose de, qui est de triste et terrifiant, donc vous avez un petit peu pitié de cette personne-là et il y aura aussi du pathétique. Ça veut dire que ça vous fait mal. Les thèmes, ce sont des sujets sérieux, mais aussi des sujets qui rappellent un petit peu la mythologie grecque et les mythes grecs. Vous allez me dire pourquoi? Parce que toutes les tragédies se sont inspirées de la mythologie grecque. La plus connue, c'est un petit peu Antigone. Donc c'est une histoire tirée de l'Antiquité, bien sûr. Donc c'est ça les thèmes en général. Ce sont des sujets sérieux parce que c'est de la tragédie et tiré du mythe grec. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux vous dire? On a aussi un petit peu de l'inattendu, de la surprise, quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est pas statique et standard comme la tragédie. La tragédie classique, vous avez un seul fait, la règle des trois unités. Vous n'avez qu'un seul problème dans toute la pièce théâtrale. Vous n'avez pas à faire bosser vos ménages, vous n'avez pas besoin de réfléchir, puisqu'il y a un seul fait autour duquel tourne la pièce. Là, vous aurez plus ou moins quelques petites intrigues par-ci, par-là qui vous feront réfléchir. Euh, c'est pour ça que euh, il y a souvent des choses qui relèvent de l'amour, du meurtre, parce que c'est un petit peu de la vie, un petit peu quotidienne, des intrigues romanesques, bien des retrouvailles. Donc, c'est un petit peu pas comme la tragédie où il y a un seul fait, mais vous aurez pas mal de choses pas mal d'intrigues un petit peu différentes et je vous ai donné quelques thèmes, à savoir, comme je l'ai dit, meurtre, amour, retrouvailles ou des trucs qui relèvent un petit peu de la vie quotidienne. Celui qui est le plus connu, par exemple, il va falloir donner quand même une pièce pour appuyer ce que vous dites. Le meilleur exemple de la tragicomédie, c'est Corneille. Corneille. Rappelez-vous de ce dramaturge. Et sa pièce la plus connue, c'est Cid, au XVIIe siècle, en 1637. Donc, c'est Cid, ce sont deux amoureux, Rodrigue et Chimère, qui sont des amoureux. Mais c'est un petit peu compliqué la pièce, hein. Vous avez deux personnes qui sont amoureux l'un de l'autre, Rodrigue et Chimère. Sauf que le problème aussi au milieu de cet amour-là, comme je vous ai dit là, voilà, il y a un thème d'amour, c'est que le père de Chimère, il a tué le père de Rodrigue. Alors, le père de Chimère tue le père de Rodrigue. Alors, votre avis, comment ça va se passer entre Rodrigue et Chimère? Il aime une femme dont le père a tué son père à lui. Alors qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il laisse tomber son père, il ne le venge pas, et il épouse tout simplement son bien-aimé, et donc il va être déshonoré, ça veut dire qu'il ne va pas respecter l'honneur, qui est quelque chose de très important pendant ces siècles-là. Vous allez me dire quel honneur il ne va pas respecter, ben, il ne va pas venger son père. Il faut qu'il venge son père. Quelqu'un qui a tué votre père, il faut le venger, il faut le tuer. Sauf qu'il s'avère que c'est le père de Chimère, la personne qu'il aime. Donc, c'est ce qu'on appelle le dilemme cornélien. Souvenez-vous de ça parce que ça risque d'être posé comme définition. Qu'est-ce que ça veut dire le dilemme cornélien? Le dilemme, ça veut dire que vous êtes pris entre deux décisions où vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, elles sont toutes les deux justes. Elles sont toutes les deux acceptables. Si tu tues plutôt le père de la femme que tu aimes, c'est normal parce que tu veux honorer ton père et tu veux venger ton père. Mais tu vas perdre, bien sûr, Chimère parce que elle va essayer à son tour de te tuer ou bien tu n'auras jamais le droit de l'épouser et tu perdras l'amour pour lequel tu as toujours œuvré. Maintenant, si tu acceptes aussi d'aimer la femme qui est ici, dans notre cas, chimère, ça veut dire que c'est quand même une vertu de pouvoir aller au bout de ton amour.
Mais maintenant, tu vas être déshonoré parce que tu n'as pas respecté l'honneur de ta famille, que tu n'as pas vengé ton père. Donc, c'est ce qu'on appelle le dilemme cornélien, où on est pris entre deux décisions qui sont toutes les deux justes. C'est une définition que vous devez maîtriser. Et ben, c'est exactement le cas dans Cid, où il ne sait pas si elle venge son père et perdre Chimère, ou ne pas venger son père et épouser Chimère. C'est une très belle pièce de théâtre. Voilà, donc c'est ça la tragédie comédie. Ne vous inquiétez pas, je vous ai tout noté ici par rapport au texte que vous souhaitez par la suite lire tranquillement. Et je vous ai mis même ici le dramaturge Corneille avec un petit résumé concernant la pièce. Voilà, concernant la tragicomédie. Allez, on passe à autre chose. Maintenant, on va essayer de voir le drame bourgeois. Figurez-vous qu'en 2021, je crois, en 2021, oui, je crois que c'était en 2021 ou 2020. Bref, ben l'examen, c'était ça. Parler du drame bourgeois. Il y avait juste écrit comme ça, comme vous le voyez sous les yeux, le drame bourgeois. Et ben, toute la page était complètement vide. Et il fallait écrire. Donc, le drame bourgeois. Alors là, le drame bourgeois, non, c'était le drame romantique, pardon, je me suis trompé. C'était comme ça le drame, mais sauf que ce n'est pas le drame bourgeois, c'était le drame romantique. Mais bon, il fallait quand même, vous avez une page vide où il fallait écrire. Le plus connu, c'est Diderot, de ce drame bourgeois, euh, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Diderot, 1757, dont on va parler tout à l'heure. Mais bon, parlons d'abord des caractéristiques du drame bourgeois. Comme vous le voyez tout petit, il y a une morale. Ça veut dire que dans son drame bourgeois, il y a toujours une morale. On veut donner un message derrière la pièce. On veut faire passer une idée ou bien un message. C'est comme un petit peu la notion de catharsis qui est dans la tragédie classique. On va essayer de vous donner une morale, de purger un petit peu de vos passions. Et c'est comme entre parenthèses, on va vous conseiller de ne pas faire, soi-disant, des choses qui ne sont pas faisables. C'est ça le message que doit véhiculer le drame bourgeois. Les personnages, comme vous le remarquez, c'est très facile. On va respecter aussi l'ordre que j'ai vu avec vous par rapport à la tragicomédie. Les personnages sont quoi? Regardez juste le titre, vous pouvez trouver le personnage. Les personnages sont des bourgeois, bien sûr. Puisque c'est des bourgeois, c'est quand même un petit peu la classe sociale un petit peu haute, donc vous êtes obligé d'utiliser quel registre de langue. Le niveau de langue que vous devez mettre, donc bien sûr, c'est le soutenu. Euh, le registre aussi, c'est un petit peu le registre pathétique que je vous ai expliqué tout à l'heure est comique, mais il y a aussi du romanesque, ça veut dire ça laisse un petit peu place à des histoires d'amour et du roman, un petit peu de romantisme, mais c'est pas très fort parce que ça va venir par la suite avec Victor Hugo. Donc sur le registre, il est surtout pathétique, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est pathétique, maintenant vous le savez, et comique. Et les thèmes, ce sont par contre là, ce ne sont pas de gros thèmes, c'est les thèmes de la vie quotidienne, un mensonge, une jalousie, je ne sais pas, une vieillesse, une maladie, bref, des trucs qui peuvent arriver à n'importe qui, puisque quand vous dites bourgeois, c'est pas comme le bourgeois d'aujourd'hui. Le bourgeois, c'était plus ou moins la classe moyenne, parce que la plus haute classe avant, c'était la classe des nobles. Maintenant, on est dans les bourgeois, donc on parle plutôt de la vie, plutôt de la vie de tous les jours. Euh, il n'y a pas de mort, bien que ce soit quand même un drame, la fin, il n'y a pas de mort, mais il y a toujours une morale qui est donnée, comme je vous ai dit, avec un certain message à véhiculer. Il n'y a pas aussi de règle de trois unités, mais on est beaucoup plus dans le naturel, puisque le thème, les thèmes qu'on aborde, c'est la vie quotidienne. Donc, comprenez quand même que on aborde quelque chose de naturel, de vrai. C'est pour ça qu'on caractérise le drame bourgeois par le naturel et le vrai, parce qu'il aborde des sujets de la vie quotidienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, mort d'un proche, ou bien naissance, ou bien j'en sais rien, mais quelque chose qui vous passe par la tête, qui relève tout simplement de la vie
quotidienne. Voilà en gros concernant le drame bourgeois. Euh, Fils naturel, c'est la pièce de Diderot. Clerville est amoureux de Rosalie. C'est une histoire où il y a un certain Clerville qui est amoureux de Rosalie. Mais sauf que lui, il n'est pas sûr de pouvoir conquérir son cœur plutôt. Alors, comme il n'est pas sûr de la convaincre et qu'il n'arrive pas à la convaincre, pour être sûr de pouvoir aller au bout de son histoire d'amour, il va aller solliciter son meilleur ami. Donc, imaginez la pièce, hein. Vous êtes amoureux de quelqu'un et vous allez aller demander à votre meilleur ami de vous aider à convaincre Rosalie de vous épouser. Euh, Sauf que ce qui se passe encore, voilà, comme je vous ai dit, c'est histoire de trahison. Figurez-vous ce qui va se passer. Eh ben, votre meilleur ami, bien sûr, il va aller au début avec bonne foi pour essayer de parler à cette Rosalie et de lui dire il y a quelqu'un qui est complètement baba de vous, qui est complètement fou de vous, qui vous épousez. Sauf que la suite de l'histoire va connaître une autre orientation, puisque ce meilleur ami en qui vous avez eu confiance et à qui vous avez demandé de vous aider à convaincre la bien-aimée de vous épouser, il va lui-même tomber amoureuse, il va lui-même tomber amoureux ou plutôt Rosalie va tomber amoureuse de ce Dorval-là. Ce Dorval, c'est l'ami de Clerville. Elle va tomber amoureuse de Dorval et donc je vous évite la suite, je vous laisse lire l'histoire pour connaître la suite. Mais c'est juste pour vous expliquer quand même qu'il y a des intrigues de la vie quotidienne, c'est quelque chose qui arrive de tous les jours. Parce que quand Rosalie tombe amoureuse de Dorval, par la suite, son père Rosalie, lui avoue que Dorval est son fils illégitime et donc demi-frère, parce que c'est archi compliqué. En plus, elle découvre quoi par la suite? Elle découvre que cet ami-là qui est venu la convaincre pour tomber amoureuse de quelqu'un, si elle est tombée amoureuse de lui, eh bien figurez-vous que ce garçon-là, ami de Clerville, il n'est autre que son demi-frère. Ça veut dire que c'est un fils que, que son père a eu avec une autre femme. Alors elle est complètement dévastée. Pourquoi? Parce que cette pauvre Rosalie, non seulement elle n'aime pas l'autre qui était amoureux d'elle, mais lorsqu'elle tombe amoureuse de son ami, elle trouve que son ami, c'est comme un demi-frère pour elle. Donc voilà un petit peu le drame qui se passe bourgeois. Donc je suis désolé, c'est quand même quelque chose qui relève de la vie quotidienne, que vous êtes amoureux de quelqu'un, que l'autre n'est pas amoureux de vous, mais qui est amoureux d'une autre, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est juste une histoire, une pièce de théâtre que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour expliquer ce drame bourgeois avec Diderot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vient à ce que... Je vous mets d'abord tout ce que j'ai dit là par écrit, comme ça vous aurez le temps de le lire tranquillement et de le repasser. Mais comme je vous ai dit, c'est mon approche. Je préfère vous qu'à raconter. Vous essayez d'abord d'écouter, utiliser le canal auditif pour comprendre. Et puis par la suite, le canal visuel, vous allez regarder encore des textes écrits. Comme ça va vous aider à mémoriser plutôt encore mieux ce que je dis et ce que je vous ai raconté en lisant tout simplement tout ceci. Voilà, tout ce que je vous ai dit, ce que je vous ai cité est écrit plus ou moins là-dessus. Un petit récapitulatif, je ne sais pas si vous avez bonne mémoire. Au début, on avait parlé de quoi? La tragédie, comédie. Claire, fin heureuse, mais mélange entre tragédie et comédie. Corneille, on est le chef de file, avec Cid. Cid, c'est quoi? L'histoire de Cid? C'est les deux personnages qui sont amoureux, sauf que le père de la bien-aimée a tué le père du garçon amoureux. Voilà, et donc ça finit par le quoi? Je vous ai dit de retenir le dilemme cornélien, où vous êtes en face de deux décisions qui sont toutes les deux justes et toutes les deux logiques. Ici, le drame bourgeois, vous traitez quand même des sujets de la vie quotidienne, comme je vous ai dit. Le titre le dit lui-même, puisqu'il y a des personnages, les personnages sont des bourgeois.
Et c'est des intrigues de la vie quotidienne, jalousie, vieillesse et tout ça, avec malgré un registre soutenu. Et à la fin, il y a une morale comme quoi il faut pas faire ceci ou bien il faut pas faire cela, ou c'est pas bien de tomber amoureux de ton demi-frère et tout ça. Voilà. Allez, on passe au drame romantique. Ce drame romantique de Victor Hugo. Victor Hugo, s'il vous plaît, le romantisme, retenez-moi juste ces deux mots qui sont écrits. C'est un mélange entre le ridicule et la grandeur. La grandeur et le sublime, la noblesse, on l'a trouvé dans la tragédie. On ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon que ce soit, mettre dans une tragédie du ridicule. Il faut rester noble, il faut rester haut, parce que c'est de la tragédie, parce qu'on l'a fait à des personnages qui sont le plus haut rang de la société. Et bien Victor Hugo, quand il a débarqué, il leur a dit basta. Moi, je ne veux pas de règle de 3 unités. Pourquoi vous allez m'obliger de faire un seul fait? Pourquoi vous allez m'obliger de parler juste pendant à raconter une histoire qui se déroule 24 heures? Et encore plus, pourquoi vous voulez que je fasse, par exemple, l'histoire qui se déroule dans un lieu? Il y a des scènes que j'ai envie, moi, de faire dans une maison. Mais il y a d'autres scènes qui seront plus appropriées à un château. Pourquoi vous voulez me cantonner moi dans un seul lieu? Et de surcroît, ce qui le met hors de lui, c'est que pourquoi vous voulez de la bienséance? Pourquoi que vous voulez que je reste tout simplement propre et que je dise de beaux mots, de jolies phrases, que j'essaye pas de heurter de la sensibilité des gens qui me regardent ou bien qui me lisent, que je ne laisse pas parler mes sentiments les plus intérieurs, que je ne laisse pas exprimer mes émotions ou mes passions. Non, non. Moi, j'ai envie de laisser exprimer tout ça et d'arrêter de me cantonner, de m'enfermer dans des règles complètement absurdes et illogiques. J'ai envie de laisser carrément exprimer mes sentiments, ma passion, mon affect, mon cœur. J'ai envie de, je sais pas moi, de, de parler comme je le sens, comme je le pense, comme je le ressens. J'ai envie aussi de mélanger un petit peu ce qui est grotesque et ce qui est sublime, si vous ne pouvez pas retenir ces deux mots, parce que c'est capital. Vous ne pouvez en aucun cas parler de drame romantique sans citer ces deux mots. C'est un mélange. C'est la première fois que ça arrive avec Victor Hugo, parce que c'est le chef de file de drame romantique. Il a débarqué, il leur a dit, moi je vais mélanger. Je ne vais pas garder que le sublime, ça veut dire la grandeur, mais je vais aussi le mélanger à ce qui est grotesque, ça veut dire ridicule. Donc soit vous retenez grotesque et ridicule, soit retenez les deux petits mots que je vous ai mis ici avec le grotesque et le sublime, soit vous retenez le ridicule et la grandeur. Donc, le but, c'est aussi de faire réfléchir. Donc, on essaie quand même de... Victor Hugo nous invite à faire réfléchir. Il a... Et les personnages sont souvent des sujets qui sont du genre roi, reine. Il essaie de toucher un petit peu le haut de la société en glissant quelqu'un qui est de la classe sociale moyenne. Bien sûr, le niveau de langue, c'est Victor Hugo, hein. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir à deux fois. À votre avis, Victor Hugo, quelle langue il va soutenir? Avec quelle langue il va écrire? Du soutenu. C'est du soutenu. D'accord? La fin est toujours triste parce que c'est quand même un drame. Elle finit généralement par une mort. Donc il garde ça quand même. Mais par contre, il laisse exprimer ses émotions. Il laisse exprimer ses, ses sentiments. C'est pour ça que le registre, vous allez me dire, oui, il y a du comique, mais bien sûr, parce qu'il veut mettre le ridicule, à votre avis, quel registre il va utiliser? Bien sûr, il va utiliser le comique, mais puisqu'il met aussi de la grandeur, donc quel registre il va utiliser? Le tragique, d'accord? Le tragique et le burlesque. Et les sujets sont souvent vraiment sérieux. C'est très sérieux parce que Victor, il aborde toujours des sujets d'une grandeur importante, d'un sérieux important, très important et très grand. Parce que n'oubliez pas quand même que Victor Hugo, c'était un écrivain engagé. C'est quelqu'un, c'est lui qui, je ne sais pas si vous connaissez le livre, Le dernier jour d'un condamné, c'est lui. Et bien le dernier jour d'un condamné, c'est quoi à votre avis? C'est un thème très sérieux. Il est contre la peine de mort. Il ne veut pas qu'on puisse exécuter des gens. Donc souvent, ces sujets étaient sérieux. Donc voilà, il rejette bien sûr les 3 unités et le mélange, comme je vous ai dit, du grotesque et du sublime.
souvent, il met en place des personnages à deux facettes, parfois aimés, parfois haïs. Donc, il vous met en place une personne ou un personnage où vous ne savez pas comment faire avec lui. Est-ce que vous l'appréciez pour ce qu'il fait ou bien vous le détestez? Le meilleur exemple, c'est, comme je vous ai dit, dans le dernier jour d'un condamné. Mais il y a aussi le théâtre. Par rapport au théâtre, il y a Hernani, si vous avez eu l'occasion d'étudier Hernani. Hernani qui veut, c'est un personnage qui veut épouser Donia Sol, sauf que Donia Sol, normalement, elle est d'un autre rang, alors que lui, il est d'un rang plus bas dans la société, et c'est lui que vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous l'aimez ou vous l'haïssez? Euh, et donc avec cet amour-là, malheureusement, Donia Sol, elle est promise à quelqu'un d'autre. Euh, et elle doit épouser un certain autre personnage. Donc lui, Hernani, il vit caché, il veut venger aussi son père parce qu'il y a une histoire de vengeance de son père. Donc regardez comme quoi il ne respecte pas une seule unité. Donc déjà là, il nous met dans d'autres intrigues dans Hernani. Premièrement, il y a l'amour de Hernani pour Donia Sol. Après, on ne sort que comme quoi Donia Sol elle est promise pour épouser un, un autre personnage. En plus, il y a une histoire de vengeance. Il a envie de venger son père, lui. Donc on ne sait pas est-ce qu'il s'en part avec la vengeance ou bien on part avec l'amour qu'il a pour Hernani. Donc il ne respecte pas l'histoire un seul fait. En plus, dans Hernani, il ridiculise un roi quand il l'enferme dans un placard. Vous imaginez franchement un roi s'enfermer, se cacher dans un placard pour écouter une petite discussion entre Hernani et Donia Sol. C'est ridicule, franchement. Et ben voilà le ridicule. Donc on n'est plus que dans la noblesse et la grandeur, il met aussi des trucs comiques et des trucs ridicules. Voilà. Donc j'espère vous avoir un petit peu orienté par rapport au drame romantique. Je vous laisse le lire tranquillement. Il y a quelques petits trucs que je ne vous ai pas dit, mais ce n'est pas si important que ça. Le texte est là devant vous. Prenez le temps de le lire tranquillement. Et nous, on va essayer de faire un petit récapitulatif. Allez, go! De qui on a parlé en premier? Toc toc, Corneille. Et c'était quoi? C'était la tragicomédie. Très bien. Donc, dans la tragicomédie, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Puisque le mot le dit, c'est très facile. Le mot le dit, vous le voyez là devant le mot. Il y a de la tragédie et il y a de la comédie. Il y a des sujets, bien sûr, sérieux, puisque c'est la tragédie, mais il y a plusieurs intrigues. Et la fin, elle est comment? Donc déjà, vous avez une idée. La fin, elle est heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot comédie. Super. Allez, on y va. C'est qui le deuxième? Diderot. Lui, il traite du drame bourgeois. Merci. Ce sont des sujets, les sujets qui participent à ces théâtres-là, les personnages. Le mot il est indiqué dans le titre, ce sont des bourgeois. Donc voilà, ils cherchent à passer toujours un mais sage. Donc il y a toujours une morale. Et il n'y a que des choses qui se relèvent du naturel. D'accord? Puisque c'est un drame, donc ici il y a du pathétique et du comique. C'est ils sont mélangés. À la fin, celui dont on vient de parler, Victor Hugo, qu'est-ce qu'on a dit? Les sujets, c'est quoi? Ce sont des sujets de la société, mais qui sont des sujets très sérieux. Qu'est-ce qu'il mélange? Je vous ai écrit ça en petit. Il mélange le rire ou bien le ridicule, très bien, et la grandeur. Il y a toujours un personnage à deux facettes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et la fin est souvent triste. Voilà. Donc j'espère que vous avez un petit peu maintenant une idée sur ces trois courants-là, que vous serez capable. Je vous laisse bien sûr le temps de voir cette vidéo à l'aise avec les textes en lecture. Bien sûr, si vous appréciez, nul besoin de vous dire de merci de vous abonner parce que ça vous encourage. Et comme je l'ai toujours dit dans d'autres vidéos, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos en entier et qui ne prennent même pas la peine de cliquer sur
abonnement ou bien j'aime, parce que c'est ça ce qui va nous motiver à refaire encore d'autres vidéos. Voilà, il ne me reste à moi que de vous remercier, de vous souhaiter un très bon courage pour les examens et je croise les doigts pour vous. Bye bye.